un autre sujet chaud et So. très d'actualité. On a au téléphone Jonathan Marchand. Mhm. Et puis, j'ai fait une petite erreur. On a fait une petite erreur tout à l'heure qu'on va s'empresser de corriger. Jonathan n'a pas la sclérose en plaques. Il a la dystrophie musculaire. Mhm. Donc, c'est une petite correction que je voulais apporter qui a son importance dans la situation, je crois. Donc, on a Jonathan au bout du fil. Bonsoir, Jonathan. Oui, salut Michel. Ça va bien? Oui, ça va très bien, toi? Oui, super. Donc, petit problème avec les instances gouvernementales en ce qui a trait à ton cas. Est-ce que tu peux nous faire un petit historique de la situation? Oui, d'ailleurs, je peux commencer par parler un peu de moi-même. Moi, c'est ça, j'ai la dystrophie musculaire de type FSH, facio-scapulo-huméral. Une des caractéristiques de cette maladie-là, c'est que je peux pas sourire, j'ai pas beaucoup d'expression dans le visage. C'est ça, moi j'ai marché jusqu'à l'âge de 15 ans. Après ça, ça a été le fauteuil roulant. J'ai pas vraiment eu de problème de santé majeur jusqu'à l'âge de 34 ans. J'ai une conjointe, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. J'ai travaillé au Québec, j'ai travaillé en Australie, j'ai voyagé, je suis ingénieur réseau senior en informatique. Mais c'est ça, tout ça a basculé là, en 2010 quand j'ai fait une pneumonie très sévère. Puis j'ai manqué de mourir, je me suis ramassé aux soins intensifs, j'ai été intubé pendant des mois, j'ai resté 4 mois aux soins intensifs. Puis tout ça a donné que je me suis ramassé avec une trachéostomie, puis sur un respirateur artificiel. Est-ce que je ne pouvais plus respirer par moi-même? Donc, puis au travers de ça, j'ai perdu beaucoup de capacités physiques. Avant, je faisais mes transferts seul, puis j'avais pas de soutien à domicile, j'avais pas vraiment besoin d'aide. Puis je me suis ramassé au lève patient, puis tout ce que ça implique. Là. Wow! Et cette situation-là t'a amené à devoir quitter ton domicile. Moi, ben, c'est ça. Pendant j'étais à l'hôpital, je suis resté 2 ans et demi à l'hôpital. Hein, puis, pendant tout ce temps-là, je veux dire, tu poses beaucoup de questions. Ma vie est-tu finie? Hein? Je veux dire, quand j'étais aux soins intensifs, il y a des docteurs qui venaient à tous les semaines pour m'offrir des soins de confort qu'ils appellent. Là. En fin de compte, c'est de l'euthanasie. Puis, moi, je disais non, je voulais continuer, je voulais voir c'est quoi qui allait se passer. Je voulais me donner une chance dans tout ça. Mais au travers de ça, je me suis posé beaucoup de questions. Là, est-ce que je vais pouvoir retourner à domicile? Est-ce que je vais être placé dans un CHSLD? Puis je me suis rendu compte peu à peu qu'il y a toutes sortes de contraintes au soutien à domicile. Là. Puis que ça allait être très difficile, sinon impossible de retourner à la maison. Puis c'est sûr, je me suis battu pendant 2 ans et demi pour essayer de trouver une solution. J'ai fait des plaintes au commissaire aux plaintes, protecteur du citoyen. Puis c'est ça, moi j'aurais pu, si j'aurais eu les services dont j'avais besoin, j'aurais pu sortir après 6 mois là, en étant à l'hôpital. Mais je suis resté là 2 ans et demi. Puis en fin de compte, ce que le protecteur du citoyen me dit, c'est que c'était un problème politique que les Québécois fallait qu'ils décident s'ils voulaient mettre plus d'argent dans le soutien à domicile. Parce que là, présentement, il y a toutes sortes de quotas, là, des arbitraires qui sont imposés au programme de soutien à domicile. Hein. Si tu demandes plus que, je sais pas moi, 50 heures, moi, il m'avait offert 55 heures à l'époque. Là. Puis, je veux dire, ça coûte pas les nuits. Là. C'est aussitôt que quelqu'un a besoin de services nocturnes, là, ben
t'es dans le trouble, là. C'était vraiment un problème, là. Si t'as besoin d'être tourné souvent la nuit, ou t'es ventilé, tu peux pas remettre ton masque, ou des trucs comme ça, ben, automatiquement, t'es menacé, là, d'aller en institution, là. Puis, en fin de compte, je me suis ramassé en institution. Puis même rentrer en institution, ça a été difficile parce qu'il y a juste un établissement dans la région de Québec qui était prêt à me recevoir. Puis, je veux dire, il y a quelques protecteurs du citoyen interviennent encore là, pour asseoir de tous les intervenants puis trouver une solution. Ça a été tout un casse-tête. Puis ça, c'était juste pour rentrer dans une prison, dans le fond. Hein. Puis, donc, ça fait près de 6 ans là, que je suis dans le système. Puis, c'est de même à l'hôpital. Il y en a qui sont condamnés là, à rester à l'hôpital. Là. Il y a des gens comme moi dans le passé, là, souvent, leur place, là, c'était à l'hôpital. Ils restaient là le restant de leur jour. Ils étaient jugés comme étant trop dépendants. Puis, c'est ça, leur institution, leur prison, c'était l'hôpital. Et tu parles que ce centre-là, le seul centre qui a accepté ou qui a pu t'accueillir, se trouve plus ou moins dans la région de Québec, se trouve en fait à Sainte-Anne-de-Beaupré? Ouais, c'est ça. C'est à Beaupré, à peu près 30-40 minutes de Québec. Moi, je suis de Beauport. Donc, c'est 30-40 minutes là, pour que ma famille, mes amis viennent me voir. J'ai carrément été déraciné de ma communauté. C'est sûr que ça nuit à ma vie sociale. Puis, mais pour survivre, c'était comme la seule option. Là. J'aime bien le mot survivre à quelque part. Est-ce que c'est comme ça que vous le percevez vraiment, que c'est de la survie, pas de la vie finalement? Oui, c'est carrément ça. Hein. C'est parce que tout au long de ça, le suicide, là, ça a tout le temps été sur la table. Là. C'est même pas quelque chose que je fais juste penser. C'est quelque chose que j'ai médité là-dessus. Là. J'ai passé des semaines ou des mois à regarder le plafond aux soins intensifs là, à me demander ce que j'allais faire si j'allais mettre fin à mes jours. Là. Puis, ça, je suis pas le seul là, qui a vécu des situations comme ça. Tu sais, depuis 2014, il y a eu 3 cas de suicide de personnes handicapées qui ont été reportés dans la presse. Hein, des gens qui étaient menacés d'être forcés d'entrer en CHSLD, en institution, ou qui sont rentrés en CHSLD, puis qui ont décidé de se suicider, de se laisser mourir de faim. Hein, parce que ils voulaient pas subir cette indignité-là. Puis là, tu sais, je dois vous donner des noms. On parle de M. Yvan Tremblay, M. Pierre Mayence, Mme Louise Laplante. Puis pour moi, ces gens-là, c'est des martyrs. J'ai beaucoup d'empathie pour ces gens-là. Ça me touche énormément quand je lis les histoires. Puis, moi, j'aurais pu facilement être la 4e personne sur cette liste-là. Moi, j'étais un survivant de tout ça. Qu'est-ce qui t'a amené à pas poser le geste? Ben, dans le fond, c'est il y a ma conjointe puis ma famille. Moi, j'étais pas prêt à aller les abandonner. Puis mais il y a un problème avec tout ça, c'est qu'à un moment donné, tu vis plus pour toi-même, hein, tu vis pour les autres. Puis surtout quand tu es dans un cul-de-sac comme je le suis, puis tu n'as pas d'option de participer à la vie sociale comme tout autre citoyen, ben tu sais, c'est un problème. Hein. Et puis, malgré la situation, à ce que je comprends, ta conjointe est toujours là. Moi, oui, c'est ça, toujours à mes côtés, mais je veux dire, en rentrant ici, là, oublie ça, la vie de couple, là. Elle peut pas vivre avec toi, là. Tu sais, moi, je suis dans une chambre de 13 pieds par 17 pieds, puis je veux dire, elle pourrait pas vivre avec moi, fait qu'elle s'est pris un appartement pas loin d'ici, puis elle me rend visite, là. On est réduit à ça, là.
Est-ce que toi, tu es en mesure de lui rendre visite? Non, son appartement n'est pas adapté. Puis de toute façon, même si je voudrais lui rendre visite, moi, je pourrais pas le faire de moi-même. Je veux dire, j'ai pas d'accompagnement. Moi, ça me prend tout le temps quelqu'un avec moi, vu que je suis ventilé sur respirateur artificiel. Donc, ça me prendrait un accompagnateur, puis pour faire des sorties. Mais c'est elle, mon accompagnatrice. Si elle n'est pas là, ben, je peux pas sortir, dans le fond, là. Puis le programme de soutien à domicile là, qui peut faire de l'accompagnement, qui peut donner de l'argent pour faire des sorties sociales, des trucs comme ça. Ben ici, tu restes en CHSLD, ben c'est just too bad, tu n'y as pas accès. C'est l'établissement là, qui doit tout payer pour ça. Là. Oh boy. Et ce que je comprends bien, c'est qu'il devrait payer, mais il ne paye pas le service d'accompagnement, donc vous restez emprisonné. Ouais, ben c'est ça. Puis ici, je veux dire, vous savez un peu c'est quoi la situation en CHSLD. Je veux dire, les préposés et les infirmières sont super occupés, puis je veux dire, ils ont de la misère à fournir le minimum de services là. Fait que là, j'essaie de demander d'avoir quelqu'un pour une après-midi pour aller magasiner, là, tu sais. Je veux dire, c'est pas leur priorité, là, pantoute, là. Puis, votre famille, ta famille dans ça, est-ce qu'elle te supporte aussi, j'imagine? C'est quoi, sorry? Est-ce que ta famille est derrière toi, te supporte dans tout ça, te donne de l'aide et tout? Oh, oui, ils sont là. Ils m'ont toujours appuyé, puis je l'apprécie vraiment. Mais moi, ce que je veux, c'est une vie autonome. Je veux avoir les mêmes opportunités que tout autre citoyen. Puis que je sois isolé, enfermé ici, là, c'est isolé du reste de la société. C'est une injustice qui est criminelle. On a vu dans le reportage que TVA a fait hier que le CIUS de la vieille capitale a refusé de donner quelques commentaires que ce soit à la journaliste en question. De ton côté, est-ce que t'as des sons de cloche? Est-ce que ta bataille avance ou elle est stable ou... Ben, moi, je pense que l'union fait la force. Je veux dire, parce que nous autres, on est les grands oubliés. Hein. Il y a peut-être bien une ou deux histoires par année là, qui paraissent dans les journaux sur des gens qui sont dans la situation. Non, à part de ça, il faut qu'on se réunisse, puis qu'on parle, puis qu'on se défende, puis qu'on défende nos droits et libertés. Parce que ce qui nous arrive, moi, je maintiens que c'est complètement illégal. Ça va à l'encontre de plusieurs lois québécoises, canadiennes, des traités internationaux. Hein, ça va à l'encontre de lois antidiscriminatoires. La dignité humaine. Oui, la dignité humaine, Oui. tout simplement. Puis au niveau légal, il y a tout un argument à faire. Puis il y a des lois pour protéger l'inclusion sociale des personnes handicapées, des lois contre la discrimination. Hein. Parce que moi, présentement, on me juge comme étant trop handicapé pour participer à la société. Puis on m'enferme dans une institution. Hein. Donc, c'est un problème, ça. La Charte des droits et libertés, ça s'applique à tout le monde. Là. Puis, même le gouvernement a des politiques qui sont pas des lois, mais c'est des politiques pour l'inclusion sociale, hein. La politique à part entière. Tu sais, ça va complètement à l'encontre de cette politique-là, leur pratique en ce moment. Tu sais, il y a la politique chez soi, le premier choix. Qui est pour le soutien à domicile. Je veux dire, moi, mon domicile, ça fait un méchant bout. Je l'ai pas vu à cause de ça. Puis, ça va à l'encontre de traités internationaux aussi. Hein, la loi internationale. Jonathan, le temps file à une vitesse incroyable. Je sais que t'as fondé un regroupement justement pour les personnes qui vivent ta situation. Oui, c'est ça. C'est l'Alliance québécoise des citoyens hébergés, l'AQCH. On peut nous rejoindre au www.aqch.info.
Puis je suis sur Facebook aussi. Puis c'est ça, notre but, c'est de se regrouper puis de faire valoir nos droits. Puis moi, je crois sincèrement que la libération des personnes handicapées, là, ça sera jamais accompli tant et aussi longtemps qu'on va nous forcer à entrer en institution, en prison. Tant et aussi longtemps qu'on va constamment nous menacer d'atterrir en CHSLD parce qu'on nous juge trop dépendants par l'État. Okay. Et encore très rapidement, je sais qu'il devait y avoir une conférence de presse conjointement, toi, le ROP 03 à Québec et le Réplique à Montréal. Le Réplique est basé à Montréal, mais couvre n'importe quelle situation au Québec. Donc, il devait y avoir une conférence de presse. Malheureusement, ça a été reporté à quelques semaines, quelques jours plus tard. Oui, c'est ça, c'est une date ultérieure. Il n'y a pas encore de date, mais c'est sûr qu'on va continuer là, de faire des actions concrètes là, pour essayer d'avancer dans ce dossier-là. Là. Ben, malheureusement, Jonathan, c'est tout le temps qu'on a pour ce soir. Mais inquiète-toi pas, on continue à suivre ton dossier. On est en contact, toi et moi, sur Facebook. Et on continue à informer nos auditeurs. Inquiète-toi pas, on est derrière toi. Lâchez pas. Bon, merci beaucoup. Donc, ben, à une prochaine, mon cher Jonathan. Merci. Merci, bye-bye, bonne fin de soirée. Bye. Hey, Andrea. Oui. C'est la fin de notre marathon. Ouais, un peu, oui. Ouf, on est essoufflé. Un peu, oui. On est là la semaine prochaine, évidemment. Oui. On est là aussi la semaine du 21. Du 21 décembre pour la dernière émission de l'année 2016. On revient 2 semaines plus tard, en janvier, après s'être reposé. Mais là, on vous laisse au bon soin de l'émission La Marge. Évidemment, toutes les informations dont on a parlé ce soir. Évidemment, le groupe de Jonathan, on va tout mettre ça sur la page Facebook, qui est au facebook.com/les KPCKIA. Sur ce, bonne fin de soirée!